Un seul thème, le Mali, 2 mois après le coup d'État et malgré le retour à l'ordre constitutionnel, le capitaine Amadou Sanogo demeure le maître du jeu à Bamako. Alors que s'ouvre une période de transition de 12 mois, faut-il parler d'échec de la médiation conduite par la CEDEAO ? Quid de l'intégrité territoriale du pays dont aucun acteur ne semble plus se préoccuper? Autant de questions que nous évoquerons avec notre invité. Mais pour commencer, Aminata Dramane Traoré, un mot sur votre dernier ouvrage qui est avant tout une critique très acerbe des politiques néolibérales, l'Afrique mutilée. Je vous remercie d'abord de m'inviter à cette émission parce que je crois que la gravité de la situation au Mali tient aussi aux malentendus, un nombre considérable de malentendus autour de notre vécu, de ce qui a été présenté jusqu'ici comme une démocratie exemplaire. C'est dans ce livre justement que j'écrivais, ça fait un bon bout de temps et finalement nous l'avons terminé, Nathalie et moi, après le coup d'État. Du 22 mars. Voilà, c'était pour dire tout simplement que les politiques néolibérales sont mutilantes. Je fais le parallèle entre l'excision, qui est un sujet largement débattu quand il s'agit des femmes, et ce que j'appelle l'excision économique. Et l'Afrique, de mon point de vue, peut être vue comme une femme mutilée pour ses richesses, mais qui a rarement la parole. Moi, je crois que le Mali, d'abord, personne ne devrait s'apitoyer sur le sort de ce pays. Et nous sommes en face d'un cas d'école que les autres démocraties devraient d'abord méditer. Et comment se fait-il qu'au terme de 20 ans, comme je vous ai dit, de fonctionnement salué par la communauté internationale, mais nous avons contribué nous-mêmes à soigner cette image du Mali démocratique. Les dirigeants maliens se complaisaient dans ce rôle de démocrate qui était une manière d'engranger les fonds de la communauté internationale. C'est le manque d'ancrage social de cette démocratie qui pose problème. Les Maliens ne se reconnaissent pas dans cette démocratie. Nous disons que tout processus de libération... Mais elle n'a jamais été dénoncée, malgré tout. Elle l'a été, c'est-à-dire à l'intérieur, à quelques jours du coup d'État, les populations se disaient « Ok, dans 5 semaines, nous allons à l'élection, sans liste électorale. » Bon, avec la volonté d'ATT d'organiser absolument un référendum qui devait renforcer le pouvoir présidentiel. Les frustrations étaient considérables et nous étions dans un état insurrectionnel et global. Tout le monde y participait, les travailleurs, les migrants. Nous regardions du côté de l'université, mais personne ne s'imaginait que l'armée elle-même était dans cet état de déliquescence. Donc il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de surprise. Et si les acteurs politiques du front sont sincères, ils le sont en privé, entre nous, tout le monde se demandait, mais où est-ce qu'on va dans le mur? Et il y aurait eu de toute façon un coup d'État avant ou après, on s'y attendait. Non, moi je pense qu'il n'a pas de pouvoir véritable et il était convenu. Les Maliens devaient se reconnaître dans ce gouvernement. Et moi, la question de la CEDEAO, qui était censée être une organisation à caractère économique dont la première mission est l'intégration économique de la sous-région. Les questions de vie ou de mort que les peuples se posent aujourd'hui en termes d'emploi, d'alimentation, d'éducation et de santé devaient être d'abord prises en charge par la CEDEAO, mais qui aujourd'hui se comporte en père fouettard et agite l'embargo, les sanctions, au nom d'une démocratie qui est difficilement vérifiable dans les pays, dans les 15 pays pris individuellement. Donc la CEDEAO joue sa crédibilité aujourd'hui dans ce cas malien. Les Maliens trouvent profondément injuste qu'au terme de 20 ans, que le déficit de débat, on a été sevré de débats véritables sur ce qu'est la démocratie, mais qu'une institution dont personne ne se connaissait la CEDEAO. On entendait, dans le cas ivoirien, on a entendu parler de la CEDEAO. Et qu'elle se manifeste, qu'elle s'impose de cette manière, c'est incompréhensible et totalement aberrant. Personne aujourd'hui au Mali ne veut pas des salafistes, ne veut pas des Ansardines parce que c'est des alliés des salafistes, ne veulent pas de la charia. Mais puisqu'on n'a pas d'armée, les populations sont laissées pour compte, les gens sont en train d'adhérer malgré eux, vers Ansardine
pour pouvoir au moins sauver leur vie. Nous voulons que la CEDEAO vienne, et le plus tôt possible, le plus vite possible. Nous voulons aussi que la CEDEAO soit aidée par les puissances extérieures. Ça veut dire les États-Unis, ça veut dire la France, l'Union européenne, la Russie, la Chine, tous les pays qui ont une coopération avec le Mali. Où avez-vous vu un homme avec une main coupée? Pour le moment, il n'y en a pas. Mais vous êtes journaliste. Faites votre enquête pour vérifier. Mais je peux vous affirmer que s'il le faut, nous couperons des mains. Une réaction, Aminata Traoré? C'est une mutilation aussi, ça. Non, c'est absolument, c'est invraisemblable. Mais je vous assure qu'une lecture plus globale de cette situation révèle aussi que c'est parce qu'on a voulu faire jouer au MNLA le rôle de bouclier contre les islamistes. Mais qui a voulu lui faire jouer ce rôle? C'était le pari de la France, par exemple. C'était bien sûr. La Mauritanie, peu ou pour l'Algérie. C'est pour ça qu'on ne peut pas circonscrire les questions africaines à l'intérieur des frontières. Et la CEDEAO nous a fait perdre un temps précieux en privilégiant la constitutionnalité, l'intégrité du territoire malien. Cette agression, la crise institutionnelle et politique ne s'inscrit pas dans le contexte d'un État normal, un État occupé. On a vu aussi divisé, que le capitaine Sanogo n'avait aucun plan d'action pour circonscrire la rébellion dans le Nord. Il ne peut pas avoir de plan d'action. Il n'était pas venu pour avoir un plan d'action. Moi, je crois que j'entends dire, y compris moi, qu'on est pro-putsch. Le problème n'est pas là. Moi, je me dis, et au-delà des principes, la question fondamentale, c'est de savoir pourquoi et on en arrive là. Nous sommes passés par là. Dans notre constitution, nous savons que le coup d'État est un crime contre l'État. Oui, mais sans l'aide de la CEDEAO, le capitaine Sanogo peut-il venir à bout de la rébellion dans le Nord? On en revient au rôle de la CEDEAO, Hassan Diop. Le problème est qu'actuellement, le rôle de la CEDEAO pour tenter de restaurer un pouvoir civil, etc., ne fonctionne pas. On le voit bien. Il y a un président par intérim qui a été tabassé, qui a été évacué sur Paris pour être soigné. En catimini, il y a eu l'investiture, mais qui n'a pas été officialisée, de Sanogo. Vous le virez par la porte, il revient par la fenêtre. Donc, pour l'instant, je crois que la mission de la CEDEAO, pour l'instant, ses résultats, zéro. Et puis d'autre part, on a entendu cet élu de Tombouctou dire « Nous voulons que la CEDEAO vienne nous aider ». Alors, la CEDEAO est absente dans le Nord. C'est mal comprendre le rôle de la CEDEAO. C'est mal comprendre le rôle de la CEDEAO. Et Hassan, quand vous dites que qui lui a confié ce rôle, c'est que ce qu'ils appellent le protocole additionnel. Ce rôle de la CEDEAO lui a été défini, lui a été assigné par la communauté internationale. C'est-à-dire on est dans le même schéma de l'intervention militaire pour imposer un système politique dans lequel les peuples ne se reconnaissent pas. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est pas une démarche démocratique. Moi, ce qui me gêne, Vincent, ce qui me gêne fondamentalement, c'est que quand on écoute les médias dominants, ces hommes et ces femmes qui sont dehors n'existent pas. C'est un affrontement Sanogo-CEDEAO. Sanogo-CEDEAO. Pour moi, c'est pas une question de Sanogo-CEDEAO. C'est une question de CEDEAO et les peuples. Et nous posons la question de savoir où est la CEDEAO des peuples, à partir de quel moment des jeunes militaires venus de nulle part dament le pion à des démocrates qui occupaient la scène pendant 20 ans. Ça, c'est la vraie question qu'il faut poser, au-delà de Sanogo. Mais cette stigmatisation qui fait que les questions autour des coups d'État, que personne n'approuve, on aurait voulu vraiment y aller par la voie pacifique, c'est-à-dire les urnes. Mais les urnes ne marchent pas, du fait de la fraude. Vincent Hugeux. Sanogo, disiez-vous, Aminata, n'avait pas de plan. Ah, moi, je suis navré. Je l'ai écouté avec une extrême attention dans toutes ses sorties, qu'elles fussent théâtrales ou pas. Il avait un plan, en 2 points. Je viens là pour, 1, restaurer la démocratie, à quelques semaines d'une échéance électorale, très bien. 2, restaurer l'intégrité territoriale. Or, mécaniquement, son irruption, son aventure a hâté, précipité le démantèlement du Mali. Non. Donc, mais si. Non. 3 villes sont tombées en moins d'un mois, Aminata. Oui, on a vu ces hommes aller faire le coup de poing, casser la figure à des opposants. On les a pas vus aller défier une seule fois. Avec quels moyens? Avec les moyens. Ils avaient assez de moyens pour prendre le pouvoir. Non, attendez. Non, moi je te dis. Le verre était déjà dans le fruit. Absolument. Le verre était dans le fruit, Vincent. Trop facile pour l'exonérer. Non, il s'agit vous pas de avez suivi de l'exonérer. près. Nous les avons écoutés de l'intérieur. C'est-à-dire que ce que je sais,
qu'on le veuille ou non, moi, il ne s'agit pas de Sanogo ou pas. C'est qu'une imposante majorité de la population malienne aujourd'hui se reconnaissent dans ce coup d'État. C'est ça qui est un problème politique majeur. Problème politique majeur à questionner. Mais si vous la personnalisation à outrance du débat, en disant c'est Sanogo, il a dit il n'a qu'à faire. Mais si c'était si facile. Moi, je dis au-delà de Sanogo, et assigner aux États africains le soin de protéger les frontières contre un phénomène, c'est-à-dire le terrorisme, la lutte, la guerre mondiale contre la terreur, a ses répercussions dans les pays sahéliens. Aujourd'hui, vous êtes bon ou mauvais élève en fonction de votre engagement dans cette lutte. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui au Mali. L'armée malienne n'aurait pas pu. L'armée malienne, en l'état de déliquescence et toute la débandade à laquelle nous avons assisté, est due au fait de toute façon que les moyens n'y étaient pas, les soldats étaient totalement démotivés et que cette catégorie qui a pris le pouvoir, c'est des subalternes de l'armée, ce n'est pas des généraux qui ont comploté. Mais je crois que s'ils avaient bénéficié des ressources nécessaires, de l'écoute nécessaire, de l'accompagnement nécessaire, peut-être qu'ils auraient résisté. Mais ils ne croyaient plus en cette armée. Hassan Diop, alors comment aujourd'hui gérer cette transition qui est quand même ouverte? Alors, comment gérer cette transition? Je veux dire, c'est un peu chaotique. Voilà. Alors, la seule issue, ce serait d'organiser des élections, évidemment, peut-être pas avec la partie nord du pays. Le contexte ne s'y prête pas. Et le contexte ne s'y prête pas. Donc, ça va aller qu'à un cas, ou alors il faut complètement neutraliser le capitaine Sanogo, comme on a peut-être neutralisé Dadis Camara, que sais-je. Mais ça ne réglera pas le problème de fond soulevé par Aminata, qui est qu'il faut que le peuple malien se reconnaisse aussi dans les décisions de la CEDEAO. Or, la CEDEAO des peuples n'est pas évidente pour l'instant. Pierre Chérieux. Mais il y a un problème de fond aussi qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est toute cette économie de la guerre et la guerre civile. Et c'est vrai qu'on a bien vu que la guerre, ou qu'au moins le conflit en Côte d'Ivoire, qui a quand même duré très longtemps, a permis à un certain nombre de gens de s'enrichir, d'une part, et a permis à un certain nombre de dirigeants politiques aussi de contenter leur armée ou un certain nombre de leurs militaires qui, du coup, pouvaient s'enrichir. Donc souvent, la question qu'on peut se poser, c'est quand il y a un conflit qui dure comme ça dans un pays. Aujourd'hui, c'est le Mali, hier, c'était la Côte d'Ivoire, on a vu le Libéria à la Sierra Leone. Est-ce que les barons, enfin les puissants de l'Afrique de l'Ouest ont vraiment l'intérêt à ce que ça se termine rapidement? On n'en est pas sûr du tout. Merci d'introduire cette dimension qui est la question majeure, c'est-à-dire quelle économie. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont dans la rue et qui disent vive Sanogo, c'est des chômeurs, des affamés, des paysans sans terre. Ces questions étaient au cœur du débat électoral ici. C'est-à-dire que l'économie souterraine prospère là où l'économie réelle n'existe plus. Et la première mission de la CEDEAO, c'était quelle intégration économique entre nous d'abord, de manière à contrer ce type de réaction. Donc je crois qu'il faut s'attendre à d'autres coups d'État. Aussi longtemps qu'on n'aura pas de réponse adéquate aux questions qui sont posées par les démocraties dites avancées. Pourquoi faut-il que les Africains se contentent de démocraties dont personne ne voudrait ici? 140 partis politiques, 30% de taux de participation, pas de débat, pas de liste électorale. Et la CEDEAO veut nous dire c'est pourtant cet ordre constitutionnel qu'il faut respecter. Ça sera le mot de la fin. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Eugeux de l'Express, à Pierre Chérieux de sletafrique.com, à notre invité Aminata Dramane Traoré, dont le dernier ouvrage, coécrit avec Nathalie Ndella Mounier, vient de paraître aux éditions d'Ama, L'Afrique mutilée. Vous pouvez revoir l'émission sur les sites de TV5 et de RFI. Au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.